De Notre-Dame-des-Landes, évacuation a priori demain matin, 6h. Christophe Castaner, vous avez des infos à nous donner là-dessus? Non, je n'ai pas d'informations et pas de commentaires sur le moment de l'évacuation. Mais l'évacuation est nécessaire. Il y avait des militants qui se battaient contre un projet. Le motif de leur combat a disparu. Et maintenant, une partie de ces militants nous disent « Non, mais on veut rester comme si on était chez nous ». Non. Ils ne sont pas chez eux, il y a des propriétés, le droit de la propriété est important. Soit ils ont un projet agricole et pourquoi pas travailler avec eux, soit ils continuent à penser qu'ils sont partout chez eux. La réponse est non, le droit doit être défendu en France, même si sur ce territoire comme ailleurs. Ce type d'évacuation présente des risques pour la sécurité. Mais ça, c'est la difficulté de prendre une décision publique. Quand vous voulez réparer la SNCF, vous savez que vous allez vous heurter à une opposition et à des manifestations. Et je savais l'état de la discussion que j'allais avoir avec M. Brun, comme on vient de l'avoir à l'instant. Mais là, c'est la même chose. Quand on dit aux zadistes qui nous disent on ne veut pas partir, soit on leur dit vous avez raison, vous restez, faites comme chez vous, soit au contraire, on se dit qu'il y a un état de droit dans ce pays, il faut le faire respecter. Et joue sa crédibilité, Emmanuel Macron, sur ce dossier-là Il est important que l'évacuation se fasse. Je pense qu'on n'est pas à 24 heures près, mais il est important que ça se fasse. Sur le droit de propriété, chiche, et au demeurant, tout le monde, droite, gauche, d'autres, ont à regarder comment les choses se sont passées depuis des années. Je ne peux pas m'empêcher d'évoquer ce qui vient de se passer ces dernières heures dans ma ville, où Crest dans la Drôme, où des militants autonomes, anards, d'ultra-gauche, ont squatté la maison d'une dame de plus de 80 ans, à plusieurs dizaines d'entre eux. Ça n'est pas l'autorité publique qui les a fait partir, c'est une manif de la population. Ça, c'est une situation qui est consternante. Elle aurait pu se produire sous d'autres gouvernements de gauche et de droite. Mais il est urgent dans notre pays, si on a un certain nombre de principes, qu'on soit à la hauteur de ces principes. Le droit de propriété doit être respecté. La propriété de cette dame à Crest devait être respectée. La propriété à Notre-Dame-des-Landes doit être respectée, que ce soit sur des terres agricoles, que ce soit sur des logements. Je crois que, 1, l'autorité doit être présente. 2, il y a dans certains cas des améliorations législatives urgentes à entreprendre, y compris parce que, au fil des temps, parfois pour des effets de bien-pensance et de politiquement correct, les droits des propriétaires ont été quelquefois abîmés par l'évolution de la législation. Vous savez, il nous est arrivé quelquefois de nous opposer. Nous siégions dans la même commission, à la commission des finances sous la mandature d'avant. Mais ce qui va nous lier, c'est le fait que mon interlocuteur est maire et que je l'ai été longtemps. Et que ces expériences concrètes de terrain que vous avez, ces occupations sans droit ni titre, sur lesquelles vous n'arrivez pas à trouver une réponse publique satisfaisante, c'est évidemment quelque chose que j'ai eu à subir aussi dans ma commune de Forcalquier et sur lequel, quand on a cette expérience élue locale, on sait que le pragmatisme, ça doit être la meilleure règle pour changer une loi. C'est un beau plaidoyer pour le cumul des mandats. Et donc, pour l'expérience d'un maire qui devient député. Et donc là-bas, on va parler de la réforme de l'institution dans quelques instants, mais peut-être qu'on peut reparler à nouveau de effectivement l'interview du chef de l'État jeudi à 13h sur TF1 et LCI. On va peut-être retourner. On va retourner voir Amélie Carrouer, parce que vous savez, vous l'avez entendu certainement, Hervé Mariton, que cette interview aura lieu dans un village de Normandie qui s'appelle Berduis, où on va retrouver Amélie Carrouer. Amélie, expliquez-nous comment ça va se passer. Eh bien, c'est dans l'une des classes de cette école qui accueille 195 élèves que le président de la République va répondre pendant 1 heure et en direct aux questions de Jean-Pierre Pernaut à 13h sur TF1 et LCI. La maire de cette commune, Berduis, à 2 heures de Paris, dans l'Orne, 1100 habitants, a appris la venue du président il y a 2 jours. Elle fait toujours part de son étonnement, parle d'un honneur et d'un moment extraordinaire. Ce concept, ce rendez-vous, c'est le groupe TF1 qui l'a proposé à l'Élysée, qui l'a à son tour accepté. Pour le choix de la période, l'ambition, eh bien, c'est d'entendre le président à l'aube de son premier anniversaire à la tête de l'État. Et le contexte social actuel ne l'en a pas dissuadé, bien au contraire. Quant au choix du lieu, cette classe ici à Berduis, eh bien là, l'idée, c'est de renouveler le genre, d'entendre le président, souvent qualifié de président des villes, en dehors des limites de la capitale, et puis à un horaire différent. 13h, un journal très regardé, plus de 5 millions de téléspectateurs et souvent qualifié de journal des régions. Voilà comment et dans quel contexte le président va pour la première fois et en longueur répondre sur la question des mouvements sociaux, mais il va aussi parler retraite, CSG, taxe d'habitation, désertification, limitation de la vitesse à 80 km/h, autant de sujets donc qui inquiètent souvent les Français, auxquels le président tentera de répondre à 13h, je vous l'ai dit, jeudi, dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Alors, Hervé Mariton, vous êtes toujours aux Républicains, on est bien d'accord ? Oui. Mais vous avez une forme de parole un peu libre ? Oui. Est-ce que vous faites partie des Républicains qui sont globalement satisfaits du bilan de la première année d'Emmanuel Macron, ou pas ?
Je crois que sur le terrain économique, il s'est plutôt passé des choses favorables. Et je crois que sur les autres points, nous serions alors beaucoup plus crédibles à dire en assumant, on vient de parler de la réforme de la SNCF, un certain nombre de satisfactions. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels les opinions peuvent être différentes. On va parler de réforme des institutions. Ce débat ne mérite probablement ni excès d'honneur ni indignité. Je ne suis pas sûr que ce soit le sujet principal de la France. Et sur le terrain économique, je prends un exemple qui fait le lien avec le débat que nous avions précédemment. Vous m'avez introduit tout à la fin sur la question de la réforme de la SNCF, qui est celui de la dette de la SNCF. Et J'ai beaucoup et de la dette publique en général. Et oui, mais les deux sont très liés pour le coup. Parce que je pense, mais peut-être Christophe Castaner répondra, si le gouvernement est un peu coincé sur l'affaire de la reprise de la dette de la SNCF, c'est que depuis longtemps, et là de nouveau, le mal vient de loin, c'est un gouvernement de droite qui a mis les choses sous le tapis en transférant la dette à ce qu'était à l'époque Réseau Ferré de France pour des raisons de règles européennes. Pour qualifier la France aux critères de Maastricht, c'était plutôt bien de mettre sous le tapis la dette que l'État aurait dû assumer et de la confier au système ferroviaire. Sauf qu'aujourd'hui, au moment où peut-être on aurait envie, y compris dans la négociation avec les partenaires sociaux, de reprendre cette dette, il faudrait que l'État puisse le faire. Or, la situation, on le voit aujourd'hui, le déficit s'améliore, mais parce qu'il y a une augmentation des impôts, des prélèvements obligatoires. Et s'agissant de la dette, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement a cette marge de reprendre la dette ferroviaire? C'est pas sûr, et c'est probablement pour cela qu'il y a des hésitations aujourd'hui. Ça me paraît à tout prendre des sujets beaucoup plus importants, sur lesquels il peut y avoir des convergences, sur lesquels on peut avoir envie de faire avancer notre pays, que des enjeux comme la réforme institutionnelle, qui ne me paraît pas la priorité des Français aujourd'hui. Peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, vous avez évoqué la réforme de l'institution, ni un excès d'honneur ni d'indignité, avez-vous dit. Est-ce que finalement, ce n'est pas une réforme qui va faire un peu pchit? C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de concessions à l'égard de Gérard Larcher, président républicain du Sénat, sur le cumul dans le temps contre lequel, j'imagine, vous vous opposez. Finalement, on l'a réservé aux maires de plus de 9000 habitants. La proportionnelle, seulement 15%. Tout ça pour ça. Et remercie le gouvernement, créant 8000 et quelques habitants. On l'a fait pour ça. Merci. Non, d'abord, je dirais en même temps qu'on mène les deux fronts en même temps. Et donc, on ne chasse pas la question économique ou la question de la SNCF parce qu'on s'occupe des institutions. Mais le président de la République avait pris 3 engagements pendant la campagne que nous allons tenir. Le non-cumul dans le temps, je peux vous dire que pour les Français, ça concerne essentiellement les sénateurs, les parlementaires, les présidents de grands exécutifs. Pas le maire d'une commune, et je vous le dis parce que j'étais maire d'une commune encore plus petite, et donc respect, monsieur le maire, que la commune de Cré, pas le maire dont on sait que c'est un sacerdoce que de s'engager dans la mairie. Ce n'est pas ce cumul dans le temps-là qui était problématique, c'est celui des professionnels de la profession, et les maires ne sont pas des professionnels. Deuxième élément, c'était celui de la baisse du nombre de parlementaires. La baisse du nombre de parlementaires, nous allons la mettre en œuvre. Un tiers de baisse du nombre de députés et de sénateurs. Ce qui va changer le lien avec les citoyens. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on veille, et c'est une des exigences du président Larcher, et nous l'entendons. J'ai été député pour 125 000 habitants, demain il y aura probablement dans la Drôme, je prends un exemple local concret, probablement 2 députés, ça veut dire 1 pour 250 000 habitants. Si on veut être à la fois très présent dans le débat national, ce que j'ai toujours essayé de faire, et très présent sur le terrain, c'était déjà costaud. Comment cela sera ? Je pense que nos moyens de communication ne sont pas les mêmes que ceux que vous connaissiez au début, je ne parle pas seulement des véhicules, au début de votre expérience parlementaire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien que c'est par les réseaux sociaux qu'on fait l'essentiel de notre communication. La troisième promesse pour finir. Et la troisième, c'est la dose de proportionnelle. Le président de la République s'était engagé pour une dose de proportionnelle. Mais vous avez vu que François Bayrou proteste en disant que... Mais ça me permet de rebondir aux propos d'Hervé Mariton que je partage. Si nous baissons de 30% le nombre de parlementaires, que nous mettons 15% de proportionnel, ça nous permet de garantir qu'il y ait dans chaque département un sénateur et un député. Parce qu'il faut qu'il y ait une égalité de taille d'un département à l'autre, enfin pour un poste de sénateur ou de député. Et donc en faisant 30% et 15%, ça permet de garantir cette exigence que posait Hervé. Non, mais on va discuter avec François Bayrou, mais je crois qu'il est essentiel de ne pas déstabiliser la Ve République, qui reste avec un scrutin majoritaire. Il est essentiel de le conserver. Et en même temps, moi je suis très attaché à la dimension départementale et je pense que cet équilibre, 30%, 15%, permet de garantir que dans chaque département, il
il restera un sénateur et un député. Et dans nos départements ruraux, c'est Réussissons important. déjà la réforme de la SNCF. Allez, on en reparlera. La SNCF, vous irez à Berduis jeudi avec le président Macron ou pas? Non, je ne suis pas sûr de l'accompagner. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi à ses côtés. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Hervé Mariton d'être venu sur le plateau de LCI. La suite à 20h15 après le journal. Johnny enquête sur un héritage en compagnie de Damien Givlet. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous retrouvez Christophe demain matin dans la matinale de Pascal Le Tour du Pain. Dès 6h.